À la pyramide de Seyla, à Fayoum, Kerry examine la maçonnerie antique qui vient d'être découverte dépassant du sable. Ah, voilà. Si le bloc de calcaire fait partie de la fondation originale de la pyramide, sa découverte aidera Kerry à calculer l'angle d'inclinaison et la hauteur de la structure. Cela pourrait prouver que le père de Khéops, le pharaon Snéfrou, a construit la première pyramide à face lisse ici à Seyla. Les pyramides à face lisse constituent une évolution majeure par rapport aux pyramides à degrés qui les ont précédées. Avec la construction de cette pyramide, Snéfrou a innové. Il expérimentait et faisait des choses qui n'avaient jamais été faites nulle part ailleurs. Le changement d'aspect radical des tombes monumentales des pharaons découle probablement d'un changement dans les croyances religieuses. Au milieu du 3e millénaire avant notre ère, les Égyptiens ont développé la croyance que le pharaon était le descendant du dieu du soleil, Ra. Les pharaons ont commencé à ériger des complexes pyramidaux alignés sur un axe est-ouest afin qu'ils puissent s'élever dans l'au-delà pour rejoindre Ra dans son voyage à travers le ciel. Les pyramides devaient alors adopter des faces lisses inclinées à environ 51 degrés pour refléter l'éclat du soleil et ressembler à un rayon de soleil. Ces vraies pyramides à face lisse n'étaient plus seulement des lieux de sépulture et de culte. Elles sont devenues de puissants symboles du lien entre le pharaon et le dieu du soleil. Kerry pense que Snéfrou est à l'origine de cette idée et que sa pyramide de Seyla pourrait avoir été la toute première conçue pour ressembler à un rayon de soleil. Snéfrou est le père des vraies pyramides. Son fils, Khéops, construit la grande pyramide. Et à partir de là, les complexes pyramidaux sont établis. Les bâtisseurs de Snéfrou ont peut-être utilisé des blocs de calcaire inclinés pour obtenir ces côtés parfaitement lisses. C'est une pyramide de transition qui leur a permis de comprendre comment faire les pyramides à face lisse. Mais Kerry doit encore trouver les fondations originales pour calculer la forme et l'angle d'inclinaison de la pyramide. Le coin nord est à 33 cm sud. On va en prendre une photo in situ avec la flèche nord. Ce n'est pas très gros. À présent totalement dégagé, il est clair que la pierre est trop petite pour être un bloc de fondation. Mais c'est un indicateur que Kerry est sur la bonne voie. C'est bien du calcaire, donc ça vient de la pyramide. Pendant que l'équipe de fouilles continue de creuser à la recherche de la fondation originale, Kerry a fait appel à un autre collègue qui va apporter une approche plus moderne. Te voilà! J'y suis arrivé. Je suis content que tu aies réussi à venir. Oui. Tu as bien ramené le scanner. Oui, c'est bon. Brett Benson est un ingénieur légiste qui utilise des scanners laser à haute résolution pour recueillir et traiter des données tridimensionnelles. Tu as besoin de combien de temps pour chaque scan? Environ 12 à 15 minutes. Il rejoint l'équipe de Kerry pour les aider à calculer la hauteur et l'angle d'inclinaison de la pyramide de Seyla. Ils espèrent qu'il sera compris entre 51 et 53 degrés, comme c'est le cas pour la plupart des pyramides à face lisse. Essayer de recueillir de telles données, de reconstituer une structure vieille de milliers d'années et de déterminer l'apparence qu'elle avait, c'est palpitant. Brent se met au travail sans perdre de temps en scannant un premier côté de la pyramide. Allez, je vais le lancer. C'est bon, ça scanne. Le scanner à haute résolution analyse la réflexion d'un laser de précision afin de créer une image 3D avec une marge d'erreur de moins d'1 millimètre. L'appareil que nous utilisons aujourd'hui a une résolution très détaillée. Si on le voulait, on pourrait voir des insectes. Brent peut assembler les différents scans pour obtenir un modèle informatique extrêmement précis de la ruine, ce qui lui permettra ensuite de reconstituer les parties érodées de la pyramide. On espère vraiment pouvoir reconstituer les angles et la taille originale de la pyramide. Je suis très enthousiaste, ça va être fantastique. Brent scanne la ruine vieille de 4500 ans sous tous les angles. Et on tourne dans le sens horaire. Pendant ce temps, Kerry retourne sur le site de fouilles. S'il veut déterminer le périmètre de la pyramide, il doit absolument trouver les fondations d'origine. Kerry et Christine cherchent maintenant le coin de la pyramide.
Nous essayons d'atteindre la base, là où les deux bords devraient se rencontrer pour voir si nous pouvons établir les dimensions extérieures de la pyramide. Ça nous permettra de déterminer la taille que faisait la pyramide. L'équipe est à la recherche d'un indice caractéristique. Ils taillaient un petit relief dans la roche pour éviter que la pyramide, avec toute la pression qui s'exerçait sur les pierres et qui les poussait vers l'extérieur, ne s'effondre. Grâce à ce petit relief dans la fondation, les pierres ne peuvent plus bouger. Tout est maintenu en place. Quand on trouve ce relief, on sait qu'il s'agit du coin. Là. À Abydos, l'équipe de Matthew essaie de mettre au jour la totalité de la brasserie du roi Narmer. Il cherche à retracer l'évolution des pyramides depuis le début de la civilisation égyptienne, dès les premiers projets de construction des rois d'Égypte. Matthew a le pressentiment que la brasserie se poursuit vers le sud-est et que d'autres longs fours à bière se cachent sous le sable. Mais en creusant à cet endroit, l'équipe se heurte à un nouvel obstacle. On peut voir la hauteur de la couche de dépôt que nous devons creuser. C'est un amas de déblais, une décharge archéologique provenant de fouilles effectuées il y a plus d'un siècle. Et nous devons passer à travers tout cela. Environ 80 ouvriers qualifiés, munis de pelles et de brouettes, travaillent sans relâche pour déplacer la montagne de déblais avant la fin de la saison des fouilles dans 3 semaines seulement. Notre temps est limité, ce qui veut dire que tout le monde doit travailler d'arrache-pied pour qu'on y arrive. Mais avec cette équipe, je suis confiant. Nous trouverons ce que nous cherchons. J'en suis sûr. Alors que l'excavation se poursuit, Matthew rejoint Ashraf Zedan Mahmoud sur une autre partie du site. Ashraf et moi-même mettons au jour l'intérieur d'une des cuves en terre cuite. Nous faisons ceci dans l'espoir de trouver des résidus du liquide qu'elle contenait autrefois. Si Matthew et Ashraf parviennent à trouver des résidus dans cette cuve, cela pourra dévoiler la composition de la bière. Ils pourraient ensuite être en mesure de recréer la bière égyptienne antique brassée ici il y a 5000 ans. Pour moi, il n'y a rien de mieux que l'idée de boire une gorgée de la bière royale de Narmer. Rien de mieux. Et il semblerait qu'ils aient de la chance. Ça a l'air prometteur. Ce sable jaune à l'intérieur a été déposé là par le vent. En revanche, cette matière plus sombre là est également du sable, mais qui a absorbé le liquide. La bière est là. Ce résidu devrait permettre à Matthew de recréer la bière du roi Narmer, vieille de 5000 ans. En tant qu'archéologue, c'est le genre de choses qui nous motive. Ça nous permet de nous mettre à la place des Égyptiens de l'Antiquité. Pour ce qui est du site de fouille principal, l'équipe a déplacé des tonnes de sable pour dévoiler la brasserie qui se trouve en dessous. Nous avons trouvé exactement ce que nous cherchions. Il y a des restes de plusieurs cuves. Ça, ce sont les bases cassées des cuves. Les ouvriers ont mis au jour un nouvel ensemble de cuves, à environ 8 mètres des 2 longs fours à bière qu'ils avaient découverts plus tôt dans la saison. Ici, c'est la 7e structure de la brasserie. 34 mètres. Chacun des 7 fours à bière mesure 34 mètres de long et comprend 80 cuves. Chacune de ces cuves, lorsqu'elles étaient intactes, pouvait probablement contenir 70 litres. Ce qui veut dire que cette seule structure pouvait contenir près de 6000 litres de bière par brassage. Si tous les fours avaient la même contenance, la brasserie aurait pu produire près de 50 000 litres de bière en une semaine. Il y aurait assez de bière pour que chaque spectateur d'un stade de 90 000 places puisse boire une pinte. Mais c'était il y a 5000 ans, au tout début de l'histoire égyptienne. Ça dépasse l'entendement. Brasser une telle quantité de bière chaque semaine a dû constituer une tâche colossale.
ce qui suggère que le roi Narmer y a consacré beaucoup d'argent et une main-d'œuvre gigantesque. Matthew veut en connaître la raison. Que se passait-il ici il y a 5000 ans pour que l'on produise de la bière à une telle échelle?